ce qu'on appelle la convention collective. La convention collective. الاتفاقية الجماعية. اتفاقية الجماعية. Bon. Qu'est-ce qu'une convention collective? En gros, la convention collective, elle traite les avantages accordés aux salariés. D'accord? Elle présente l'essentiel des avantages accordés aux salariés. Il s'agit d'un accord collectif entre l'employé ou les employés et les salariés. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, la convention collective traite les avantages qu'il faut retenir. La convention, sa spécificité, c'est qu'elle traite les avantages accordés aux salariés. D'accord? C'est une convention, tifaria, entre l'employé, l'employeur ou les employeurs et les salariés. L'article qui nous donne une définition de la convention collective, c'est l'article 104. C'est l'article 104 du Code de commerce, de travail. Alors, c'est quoi la convention collective selon l'article 104? La convention collective est un contrat collectif régissant les relations de travail conclues entre, d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés, les plus représentatives ou leur union, et, d'autre part, un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou plusieurs organisations des employeurs. Alors, d'après l'article 104, on a deux parties contractantes. D'un côté, on trouve l'employeur ou les patrons. D'un autre côté, on trouve les salariés ou les syndicats. Vous allez comprendre pourquoi je dis où. Parce qu'il y a des conventions collectives qui s'appliquent au niveau d'une entreprise. D'accord? On commence par l'entreprise. Il y a des conventions collectives qui s'appliquent au niveau du royaume, comme la convention collective du secteur bancaire. Alors vous avez compris que les conventions collectives, ça touche les secteurs. D'accord? Une idée. La convention collective est obligatoirement écrite. Il n'y a pas de convention collective verbale. Toujours selon l'article 104 du Code de travail, sous peine de nullité, la convention collective doit être établie par écrit. Elle est établie par écrit. Sinon, elle est nulle. D'accord? Très bien. Ce qui une certaine spécificité à la convention collective, c'est que même si tel ou tel employeur n'a pas participé aux négociations pour l'instauration de cette convention, il peut y adhérer sans problème. Il peut y adhérer sans problème. Salam alaikum. D'accord? Ça, ce sont les stipulations de l'article 110 du Code du travail. Suite aux dispositions de l'article 110, on constate qu'il y a une liberté d'adhésion à toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs
qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas membre fondateur d'une convention collective, vous pouvez demander à ce que vous soyez adhérent. Du coup, les avantages qui ont été traités par cette convention collective, les salariés de l'entreprise qui a demandé l'adhésion, bien sûr, ils vont en bénéficier. Très bien. Alors, il y a une procédure d'adhésion, bien sûr. L'adhésion est notifiée par lettre recommandée. Je ne veux pas trop... je ne veux pas mettre l'accent sur les aspects, ou un aspect procédural, parce que on n'a pas assez de temps pour ça. L'essentiel, l'adhésion est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à la convention collective de travail. Bien sûr, on dépose la demande auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal où la convention collective a été notifiée. D'accord? L'adhésion est valable juste après la notification de la convention collective. Une fois la convention collective est notifiée, la notification se fait auprès du tribunal. D'accord? Une fois il a été notifié, voilà. Une fois il est notifié, on peut y adhérer. Le champ d'application de la convention collective, il est tantôt restreint, tantôt élargi. D'accord? Parce que on peut avoir affaire à une convention qui s'applique au niveau d'une seule entreprise ou un ou plusieurs établissements qui en dépendent. Alors, on va remarquer qu'on est en train d'élargir le champ d'application de la convention collective. Soit une convention collective qui s'applique dans une collectivité déterminée, soit dans une zone déterminée, soit dans tout le territoire. Mais parfois, quand on est en train de lire une convention collective et on cherche cette sphère d'application, on ne la trouve pas. On se dit, mais est-ce qu'elle va s'appliquer au niveau de l'entreprise, là, au niveau d'une collectivité ou d'une zone Là, le législateur il nous a donné la solution, et la solution est logique. Où est cette convention collective a été notifiée? Auprès de quel tribunal? Tribunal X, alors c'est au niveau du territoire qui est où se situe le tribunal. Alors la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt, conformément bien sûr à l'article 106 du Code de commerce, de travail. Bien sûr, la convention collective n'est applicable qu'à l'expiration du 3e jour, qui suit celui de son dépôt auprès du tribunal ou auprès des autorités gouvernementales chargées du travail. Après 3 jours de son dépôt auprès des autorités gouvernementales chargées du travail, c'est là où il peut entrer en vigueur. La durée. On va remarquer que la durée des conventions collectives sont similaires au contrat de travail. On a des conventions collectives à durée indéterminée, on a des conventions collectives à durée déterminée et des conventions collectives ayant relation avec la réalisation d'un projet. C'est-à-dire leur durée est liée à la réalisation d'un projet. D'accord? Quand on parle de convention à durée déterminée, bien sûr, le législateur il a plafonné
la durée d'une convention collective à durée déterminée, c'est 3 années. 3 ans. Il ne dépasse pas 3 ans. D'accord? Non renouvelable. Mais quand on parle d'expiration, convention à durée indéterminée, déterminée et durée liée à la réalisation du projet. Quand il est question d'une convention à durée indéterminée, elle peut cesser à n'importe quel moment et par la volonté de l'une des parties. À n'importe quel moment. Et par la volonté de l'une des parties. D'accord? Pour la convention à durée déterminée, il ne peut être supérieur à 3 années, on l'a dit tout à l'heure. Mais écoutez la stipulation de l'article 119. Quand la convention collective arrive à expiration, elle est arrivée à expiration, il continue à produire ses effets telle une convention collective à durée indéterminée. Je répète. Quand la convention collective arrive à expiration, elle continue à produire ses effets telle une convention collective à durée indéterminée. Je m'explique. Supposons, on a signé une convention collective à durée déterminée. 3 ans d'existence. Pendant ces 3 années-là, les salariés ont bénéficié des avantages que la convention collective leur accorde. D'accord? Écoutez cette phrase. Elle continue à produire ses effets. Les effets par rapport à quoi? C'est par rapport aux avantages. Elle continue à produire ses effets telle une convention collective à durée indéterminée, c'est-à-dire les salariés qui ont bénéficié des avantages accordés par la convention collective, ils vont continuer à en bénéficier. Cela prouve quelque chose. C'est que lorsque votre employeur vous accorde un avantage, ça devient un acquis. Et il ne doit plus vous priver de cet avantage. C'est une autre lecture à l'article 119. Mais qui sont les salariés qui ne sont pas concernés par la convention collective à durée déterminée? Ce sont les nouvelles recrues. Ceux qui sont venus, qui ont été recrutés après l'expiration de la convention collective. Très bien. Pour la convention collective ayant relation avec dans la durée, en relation avec la réalisation du projet, elle demeure valable jusqu'à l'achèvement du dit projet suite aux dispositions de l'article 120 du Code de travail. Une fois le projet arrive à sa fin, bien sûr, la convention collective, elle aussi, arrive à sa fin. Très bien. Alors, il arrive à ce qu'on trouve dans les entreprises des conventions collectives, ainsi que on trouve le statut type. Le statut type. Le législateur marocain a prévu un statut type auquel peuvent adhérer certains employeurs non régis par des statuts particuliers. Bon, non régis par des statuts particuliers, par exemple, je dis le statut de l'électricien, le statut des journalistes. D'accord? Alors, puisqu'ils ont un statut particulier, ils n'ont pas besoin d'un statut type, mais les autres entreprises, on y trouve des statuts types. Mais quelles sont les questions
qu'est-ce qu'on trouve dans un statut type? Qu'est-ce qu'on peut lire? Des règles qui touchent à l'embauchage, le recrutement, la période d'essai, le débauchage, le délai de congé, la discipline. Bon, ce sont des règles régissant les relations employeur-employeur. Ce statut type, il doit être soit affiché, d'accord, dans les locaux, l'entreprise, soit on le donne à main propre. On le donne à la nouvelle recrue, je dis bien, à la nouvelle recrue. C'est pas, on le donne suite à la demande du salarié. C'est l'employeur qui doit prendre l'initiative. C'est une façon pour prouver l'existence de la relation de travail. Je l'ai dit un jour. Salam alaikum, c'est Mohsin. C'est une façon pour prouver l'existence de la relation de travail. Il faut qu'on fonctionne de cette façon. La nouvelle recrue, soit si convention collective existe, je lui donne une copie de la convention collective. Je lui donne une copie du statut type. D'accord? Soit je l'affiche. Mais la meilleure façon pour prouver l'existence de la relation de travail en cas d'absence d'un contrat de travail, et je l'ai dit, c'est de donner ce genre de document à main propre avec accusé de réception. Il y a une question qui peut se poser maintenant. Est-ce que l'existence d'une convention collective peut empêcher à ce qu'on ait un statut type? Aucune relation entre les deux. Convention collective régit il traite les avantages accordés par l'employeur, accordés aux employés. La convention collective traite les avantages accordés aux employés. Et le statut type, il traite autre chose. Ce sont des règles. L'embauchage, le débauchage, la période d'essai, tout ce qui est en relation avec la discipline, etc. Alors, une entreprise peut avoir un statut type et une convention collective. Très bien. Maintenant, on passe à l'étude. On va discuter. On va discuter le statut d'un monsieur qu'on connaît tous. C'est le médecin du travail. Le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, les articles qui régissent la médecine du travail, c'est le médecin du travail, c'est de 281 à 335. 281 à 335. Le médecin du travail est membre du comité d'hygiène et de sécurité. La première chose qu'il faut savoir concernant ce monsieur, donc cet employé, il est membre du comité d'hygiène et sécurité. Bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi ce comité? Le comité d'hygiène et sécurité se compose de, les articles, c'est les articles 336 à 344. 336 à 344 qui traitent du comité d'hygiène et sécurité. Le comité d'hygiène et sécurité se compose de l'employeur et son représentant, président, le chef de service sécurité ou un ingénieur ou un cadre technique, le médecin du travail, 2 délégués du personnel et 1 ou 2 représentants syndicaux. Les membres
du comité de sécurité, d'hygiène et sécurité sont le président, le chef de service, sécurité, ou un ingénieur, soit on a un chef de sécurité, de service sécurité, soit un ingénieur, ou un cadre technique. Le médecin du travail, 2 délégués du personnel et 1 ou 2 représentants syndicaux. J'aimerais bien, avant de passer à autre chose, concernant le médecin du travail, faire une petite différence, une distinction entre le délégué du personnel et le représentant syndical. Le délégué du personnel est chargé de transmettre les revendications individuelles des salariés. Individuelles. Il vient, il transmet les revendications de X. Le représentant syndical ou les représentants syndicaux, ils sont chargés de retransmettre les revendications collectives. Ils parlent au nom de l'ensemble des salariés. C'est ça la différence entre les deux. Alors, la gestion du service, du médecin du travail. Le rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière de service doit être établi annuellement. Le rapport de l'organisation et la gestion de ce service, il doit être établi annuellement et adressé à l'inspecteur du travail. Je parle de la gestion. L'inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail, les délégués du personnel et le représentant syndical. D'accord? Concernant les conditions d'exercice de la fonction, bien sûr, le médecin de travail doit remplir les conditions suivantes. Il y a des conditions que le médecin de travail doit remplir. Être titulaire d'un certificat attestant sa spécialisation en médecine de travail, parce qu'on devient médecin, et après on passe, si ma mémoire est bonne, on passe 2 ans pour devenir médecin. On étudie 2 ans de plus pour devenir médecin du travail. Être inscrit au conseil de l'ordre et autorisé à exercer la médecine. Être lié à l'employeur par un contrat de travail tenant compte des règles de déontologie de la profession. Mais ce médecin de travail, lui aussi, il signe un contrat de travail. Mais quel type de contrat? Je ne vous parle pas, est-ce qu'il s'agit d'un CDD ou d'un CDI? Je vous parle d'un type de contrat qu'on appelle contrat à temps partiel. Contrat à temps partiel. Contrat à temps partiel veut dire le contrat dont la prestation fournie par l'employeur ne nécessite pas une présence de 44 heures par semaine. Le contrat à temps partiel, c'est le contrat, d'accord, dont la prestation fournie par l'employé ne nécessite pas une présence de 44 heures par semaine. D'accord? Ce médecin du travail, il bénéficie d'une certaine protection. Protection vis-à-vis de son employeur. Comment? Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre du médecin de travail ne peut être prise qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui va avoir et chercher à avoir l'avis de qui? De l'inspecteur médecin du travail. Et si c'est question de compétence, je me rappelle la première séance, on en a discuté. Quelqu'un m'a posé la question. Et je lui ai dit que on ne peut pas sauter sur la compétence d'une autre personne. Moi, je ne suis pas médecin. Comment je vais savoir que
le médecin de travail avec qui j'ai signé le contrat a commis une faute. Moi, je ne suis pas médecin, alors je dois avoir l'avis de qui? Du médecin, de l'inspecteur médecin du travail. Ou du médecin inspecteur du travail. C'est-à-dire, les médecins du travail, ils ont un médecin inspecteur du travail qui tranche. Est-ce que tel médecin du travail a commis telle ou telle faute pour qu'il soit sanctionné? C'est quoi son rôle? Il y a surtout des étudiants, je ne parle pas des professionnels. Il y a des étudiants qui confondent, quand on parle de la contre-visite, ils croient que c'est le médecin de travail qui se charge de contre-visiter l'employé absent pour motif de maladie. Non. Le médecin de travail a un rôle essentiellement préventif. دور وقائي. Il a un rôle essentiellement préventif. Visite médicale obligatoire d'embauche, c'est lui qui s'en charge, notamment celle destinée à s'assurer que le poste de travail est compatible avec l'état de santé du salarié, c'est-à-dire si, par exemple, si le poste du travail nécessite à ce que la personne travaille en altitude, et peut-être son état de santé ne lui permet pas d'assurer ce travail-là, c'est le médecin de travail qui a la compétence de trancher. Contrôler les conditions d'hygiène sur les lieux du travail. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on a dit la première séance que l'employeur a une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. On l'a dit la première séance, quand on a parlé d'obligation, quand on a parlé de ce qui est théorique. L'employeur a une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. Et là, je vous dis que le médecin du travail c'est lui qui se charge de tout ce qui est rapport sur la sécurité d'hygiène au sein de l'entreprise. Autrement dit, je comprends que le médecin du travail, il peut assumer toute la responsabilité en cas de problème. Il contrôle les conditions d'hygiène sur les lieux du travail. C'est-à-dire, si il détecte une anomalie au niveau des conditions d'hygiène, il rédige un rapport. Pourquoi il doit rédiger un rapport? Parce qu'il doit décliner sa responsabilité. Ce n'est pas vis-à-vis de son employeur, non, vis-à-vis des salariés. Parce que s'il arrive malheur aux salariés, le premier responsable, c'est le médecin de travail qui n'a pas détecté l'anomalie. Ou il l'a détecté, il n'a pas avisé son employeur. S'il a un rapport comme quoi il détecte un problème qui nuit aux conditions d'hygiène, dans ce cas-là, c'est l'employeur qui assume toute la responsabilité. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Il donne des soins. Lui, il donne des soins. En cas d'action de travail, bien sûr, quand l'action de travail ne nécessite pas un arrêt. C'est-à-dire un accident de travail qui ne nécessite pas à ce que la victime ait un congé de maladie pour
À cause de... où est le rôle alors des comités d'hygiène et de service? Lui, il fait partie du comité d'hygiène. Lui, il fait partie du comité d'hygiène et de sécurité. Il donne, bien sûr, les soins en cas d'accident de travail qui nécessitant pas l'arrêt du travail. Quelles sont les obligations du médecin du travail? Tout d'abord, il exerce son travail, sa fonction en toute autonomie. Ça, il faut le retenir. Et il déclare tout cas de maladie professionnelle. Regardez sa responsabilité. Il a une énorme responsabilité. Il a une certaine autonomie, certes, dans l'exercice de ses fonctions. Oui, le médecin de travail est un membre du comité de sécurité, d'hygiène et sécurité. Oui, c'est Ahmed. C'est ça. Je l'ai cité tout à l'heure. J'ai cité des membres du comité d'hygiène. Alors, il travaille. J'ai pas compris votre question. Comment ça, ce n'est qu'un nom, c'est un membre? Écoutez, je vais vous faciliter la tâche. Si je vous ai dit que c'est à lui de détecter les problèmes qui touchent à l'hygiène, et je vous dis qu'il est membre du comité d'hygiène, et la première personne qu'on trouve dans ce comité-là, c'est l'employeur. Déjà. D'accord? L'employeur, les délégués et les représentants syndicaux. Je crois que c'est largement suffisant pour comprendre que la responsabilité est partagée. Il faut juste que le médecin de travail fasse son travail dans les normes. Le médecin de travail travaille avec une certaine autonomie, certes. Il doit déclarer. C'est pas l'employeur qui va faire ça parce qu'il n'est pas habilité à le faire. Comment l'employeur il va détecter l'existence d'une maladie professionnelle? L'employeur il peut pas faire ça. Il n'est pas compétent en la matière. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un spécialiste. Le spécialiste qui pourrait détecter l'existence d'une maladie professionnelle, il n'y a que le médecin du travail. C'est-à-dire, s'il détecte une maladie professionnelle, il dépose un rapport au comité, bien sûr, et l'employeur est membre de ce comité-là. Il décline sa responsabilité. D'accord? Alors, elle déclare tout cas de maladie professionnelle et il tient à jour une fiche d'entreprise comportant la liste des risques et des maladies professionnelles s'il existe et le nombre des salariés exposés. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur les matières à enseigner pour devenir médecin du travail. Après l'obtention, bien sûr, du diplôme de médecin, il y a des matières enseignées qui permettent aux médecins du travail de mieux détecter les problèmes ou les sources de problèmes qui peuvent, bien sûr, être néfastes sur la santé des salariés. L'employeur ne peut pas faire ça. Il faut soumettre à des visites du médecin du travail tout salarié avant recrutement. Tous les salariés avant recrutement doivent passer une visite. Alors, c'est Ahmed, très bien.
Alors vous dites parfois l'employeur ne tient pas en compte le rapport du médecin de travail. Le médecin de travail décline sa responsabilité. Vous voyez? Parce qu'il y a ici, s'il y a problème, le premier responsable, c'est le médecin de travail. Parce que c'est lui qui est habilité à détecter l'existence ou pas d'un problème qui peut être, qui peut nuire à la santé des salariés. S'il dépose son rapport et le médecin, l'employeur, ne réagit pas, sachant que la loi s'adresse à l'employeur en lui disant que vous avez une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. Dans ce cas-là, le salarié le salarié qui est le médecin du travail est à l'abri des problèmes. Alors, il faut soumettre à des visites du médecin du travail tout salarié avant recrutement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. D'accord? Et la même chose pour les salariés âgés de 18 ans et plus. Une fois par an. Et ceux âgés de moins de 18 ans, une fois tous les 6 mois. D'accord? Une fois par an pour les salariés âgés de 18 ans et plus. Et pour les salariés âgés moins de 18 ans, une visite médicale de 2 visites médicales une visite médicale chaque 6 mois. Alors, sont soumis à des visites tous salariés exposés à un risque professionnel. D'accord? Toute femme enceinte ou ayant un enfant de moins de 2 ans. Pourquoi moins de 2 ans? Parce qu'elle est toujours en période d'allaitement. Tout handicapé et tout salarié après absence pour maladie de plus de 3 absences par semaine. S'il s'absente, si c'est absenté 3 fois en une seule semaine, il peut passer devant le médecin du travail. Ou absence pour accident de travail, ou après des absences répétées pour raison de santé. Le temps minimum consacré par le médecin du travail. 1 heure pour 25 employés et 15 ouvriers. Mais si on fait le cumul des heures, si le cumul des heures atteint les 175 heures par mois, rappelez-vous, je vous ai dit que le médecin du travail signe un contrat à temps partiel. Le médecin du travail, c'est un contrat à temps partiel. Ça veut dire son travail ne nécessite pas une présence de 44 heures par semaine. Dans ce cas-là, si il atteint les 175 heures, vous faites le calcul, vous allez trouver que son travail nécessite 44 heures par semaine. Alors, il ne doit pas signer un contrat à temps partiel, il doit signer un contrat à temps complet. Il y a... Parfois, on parle des locaux où le médecin du travail peut exercer. Bon, le législateur il a même établi le métrage qui dépendait du nombre des salariés. Moins de 500 salariés, 2 pièces de 16 mètres carrés. Entre 500 et 1000 salariés, 3 pièces de 16 mètres carrés. Plus de 1000 salariés, 4 pièces de 16 mètres carrés. Quand il est question des établissements commerciaux, d'accord? Un infirmier pour 500 salariés, 2 infirmiers pour 1000 salariés, un assistant social par tranche de 1500 salariés. Quand il est question des
des établissements industriels, un infirmier pour 200 salariés, 2 infirmiers assistants sociaux pour 200 à 2000 salariés et un infirmier assistant social par tranche de 1500 salariés. J'arrive à la fin de cette séance en direct. Je vous remercie infiniment pour votre présence. La semaine prochaine, on va voir, Inch'Allah, le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les négociations collectives, Inch'Allah. Si vous avez des questions, on peut en discuter. Il nous reste quelques minutes. Salam alaikum. Oui, c'est Ayoub. J'ai vu quelques statistiques nationales. Il y a eu lieu une pénurie de médecins de travail. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'entreprise peut faire appel à un médecin de travail vacataire suivant un contrat stipulant les périodicités? Puisque on ne peut pas parler de vacataire, mais à temps partiel. Parce que déjà à temps partiel, c'est comme une vacation parce que sa présence est liée au nombre de salariés. Le nombre d'heures qu'il va effectuer est lié au nombre de salariés. Effectivement, le nombre de médecins de travail, il est en baisse parce que tout simplement, ils ne sont pas gâtés. Ils ne sont pas gâtés, ils préfèrent avoir un cabinet au lieu de se casser la tête. Bon, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon Ramadan, bon appétit. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.